Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Cet épisode est la suite d'un échange initié dans un épisode précédent que je vous recommande d'écouter avant de débuter celui-ci. Embarquez avec nous dans la suite de cette discussion pour en apprendre plus sur ce sujet passionnant. Alors, j'ai une question qui est beaucoup plus sur le côté expérience mémorable. Donc, dans ce podcast, c'est ça le cœur du sujet, la création d'expériences utilisateurs mémorables. Et à Baobab, il y a deux enjeux autour de la question de la mémorabilité. Il y a le fait que les contenus soient mémorisés, bien sûr, puisque c'est dans ce but que les enfants ils viennent sur l'appli. S'ils ne mémorisent pas, ça ne sert à rien. Absolument. Il y a le fait que l'expérience elle-même soit mémorable. Tu en as parlé, il faut que ce soit engageant, que ça donne envie aux enfants de revenir, sinon ils le testent une fois. Et puis même si ça a marché, même s'ils connaissent mieux leurs leçons, finalement, ils n'ont pas envie d'y retourner. Et du coup, ça ne marche pas pour eux et ça ne marche pas pour vous non plus. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ces deux sujets, mais que finalement, ils sont assez liés dans la mesure où ce qui va favoriser la mémorisation du contenu, c'est aussi ce qui va contribuer à rendre l'expérience fun et mémorable. Et j'aimerais bien que tu nous expliques quels sont ces leviers, c'est quoi les astuces de Baobab pour créer quelque chose de mémorable. Absolument. Alors, je dirais que dans le côté mémorable pour l'enfant, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le waouh de la découverte de l'application, donc tu vois, pour ce qu'on appelle le first time user qui arrive et qui n'a jamais utilisé Baobab. Je pense qu'il y a une clé qui est le waouh. Je suis vraiment en train d'être dans une expérience de devoir qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Donc d'habitude, je suis tout seul face à mon cours d'histoire géo, que je suis censé, pour faire plaisir à ma maman, relire 12 fois. À la fin, je le sais pas bien. Elle voit que je le sais pas bien. On se dispute, mais finalement, lire 12 fois mon cours d'histoire géo, à quoi ça sert? Ça m'avance pas à grand chose. Donc il y a vraiment un enjeu de faire en sorte que l'enfant, quand il arrive dans l'app, ça soit instantanément, mais en fait, c'est hyper simple, c'est hyper fun, c'est hyper efficace. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Donc l'enfant arrive dans une app, il se rend compte qu'en 2 clics, il a rajouté sa leçon et que tout de suite, il est projeté dans un monde où finalement, c'est très comme dans Duolingo. Tout est très gamifié, tu gagnes instantanément des points, c'est marrant, c'est facile, au sens où c'est facile d'utilisation. Et j'ai l'impression que ça a coupé. Attends, ouais, il y a une petite coupure. Tu disais au sens où c'est facile d'utilisation et ça a coupé dans ce Au sens-là. sens où c'est ouais. Ouais, au sens où c'est facile d'utilisation et au sens où tu te rends compte tout de suite que tu commences instantanément à avoir une expérience avec du feedback qui est très positif. Donc l'enfant répond à quelques questions, il commence à gagner des points, c'est tout de suite quelque chose, un cercle, enfin comment dirais-je, un feeling pour l'enfant qui est hyper positif. Je travaille, je suis récompensé pour ça, finalement ça me prend 3 clics de démarrer le travail, c'est fun, je m'y mets. Je Donc t'interromps une seconde sur le ouais, 3 clics, parce que je crois qu'on n'a pas mentionné que en passant de la version responsive à la version app, vous êtes passé aussi de je dicte ma leçon et ça peut prendre peut-être 10 minutes à je prends une c'est photo vrai. du cours. Je crois pas que tu l'aies dit. Tu as raison, c'est un excellent point et effectivement, ça change complètement l'expérience enfant. Qui là, tu as raison, je devrais repartir de ça. L'expérience enfant est très simple. Donc l'expérience enfant, c'est j'arrive avec mon cours, je prends en photo mon cours, l'IA récupère tout ce qu'il y a à apprendre et moi, 30 à 50 secondes plus tard, j'ai tout un parcours d'apprentissage qui est créé pour moi. Donc dans un mode qui est très Duolingo, où je vais avoir d'abord des fiches de révision, ensuite je vais avoir des quiz. Quand je réussis mes quiz, je peux soit défier mes copains, soit défier mes parents. Donc ça, c'est une mécanique qui est très fun, dans laquelle on fait en sorte que le parent puisse être défié par l'enfant. Ça fait beaucoup rire les enfants de défier leurs parents sur leurs leçons. Donc toi, Margot, tu reçois un défi sur une leçon sur l'Empire byzantin et ton enfant a le plaisir de constater que l'Empire byzantin, c'est pas forcément si simple que ça, même pour toi. C'est-à-dire que je reçois le même quiz que lui vient de faire, c'est ça? Exactement.
ton enfant peut de temps en temps faire ça, c'est absolument ça. C'est ça, avoir le plaisir de te voir un petit peu en difficulté sur quelque chose qui pour lui finalement a été assimilé. Ça marche très bien. Et puis à la fin de ton parcours d'apprentissage, tu vas avoir un exercice qui va être plus compliqué. Donc souvent avec des questions ouvertes qui vont ressembler un petit peu à ce que tu aurais en interro. On va te dire bon ben quelles sont les principales dates marquantes du début de l'Empire byzantin. Et là, il va falloir que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé, comme te le demanderait ton prof d'histoire géo. Donc je dirais que le côté mémorable, c'est à la fois la simplicité d'utilisation, qui est très très différente de l'expérience qu'a un enfant d'habitude seul face à ses devoirs. Il y a ce feedback en continu, cette gamification en continu qui crée un vrai effet de waouh chez les ados. Et puis, tu as quelque chose de très intrinsèque. Donc là, on parle surtout de motivation extrinsèque avec la gamification, mais tu as aussi quelque chose de très intrinsèque, qui est qu'à la fin d'une révision, bah, l'enfant se rend compte qu'il s'est passé quand même quelque chose qui est également très différent de ce qui se passe d'habitude. C'est qu'il a réussi à apprendre de manière hyper efficace, en général assez rapide, et qu'il a réussi à le faire en toute autonomie. Et ça, quand tu prends des ados, ce sentiment d'avoir réussi en autonomie, c'est un truc qui est complètement dingue. C'est un truc, l'autonomie, c'est pas quelque chose, alors malheureusement, dans la vie des ados, auquel ils sont habitués. Donc tu as cette espèce d'eureka moment où l'enfant se dit, mais en fait, cette expérience, j'ai envie de la répéter parce que j'ai pu faire assez facilement l'apprentissage de ma leçon, sans me disputer avec mon parent, tout seul dans mon coin. C'est absolument génial. Donc ça crée cette envie de revenir et de faire la prochaine leçon. Et je dirais qu'il y a aussi une expérience très mémorable à ce moment-là chez le parent, qui est donc il faut s'imaginer un parent qui d'habitude passe un temps infini à encadrer les devoirs et à encadrer même ce qui se passe en amont avec la partie je mets mon enfant au travail, et qui là tout d'un coup vit une expérience qui est quand même radicalement différente parce que le parent pousse la porte de la chambre, l'ado lui dit mais en fait ça y est, je l'ai apprise, ma leçon sur l'Empire byzantin. Tu peux vérifier dans ton dashboard parent. Le parent va dans son dashboard parent, voit les questions auxquelles l'enfant a répondu, voit qu'il a répondu juste. Le tour est joué. Ce qui est quand même complètement différent d'avoir passé 3 heures à encadrer l'apprentissage d'une leçon qui à la fin se passe mal. Donc je dirais que ça c'est le moment très très mémorable du début. Et puis après notre travail c'est de faire en sorte que ce moment mémorable des deux côtés subsiste parce que c'est important. Une app qui fait un waouh une fois et puis le waouh graduellement s'atténue, c'est évidemment pas très bon. Donc je dirais que c'est quelque chose qui a été très bien théorisé par le fondateur de Duolingo. Tu joues au début sur des mécanismes, donc justement un peu de waouh, de motivation un peu extrinsèque. Puis petit à petit, ton application, il faut quand même dériver vers de la motivation intrinsèque, donc du résultat un peu concret. Et c'est quelque chose qui est cœur évidemment dans Baobab, c'est la capacité à montrer que ça se passe bien et à faire apprendre de manière efficace un enfant. Et ça se traduit par les notes. Et je dirais que le waouh dans la durée, c'est l'enfant qui se rend compte qu'en fait ses notes montent, donc qui forcément a envie de continuer, parce qu'on s'est rendu compte que même l'enfant le plus récalcitrant au fond de lui, il y avait quelqu'un qui a envie d'avoir des bonnes notes, qui a envie d'avoir des parents qui sont fiers de lui, qui a envie de réussir à l'école parce que les enfants sont en général assez conscients que c'est important. Et puis en face, le parent qui voit également cette trajectoire de notes qui monte, qui se maintient, qui est tout à fait capable de comprendre que la dynamique familiale est différente parce qu'on se dispute beaucoup moins. Enfin, les bienfaits dans la durée, au bout d'un moment, s'installent, quoi. On sort de quelque chose on s'éloigne de quelque chose qui est du pur waouh pour aller vers quelque chose qui est cette app nous change la vie et c'est quelque chose. On parlait de feedback utilisateur. C'est quelque chose qu'on lit énormément, donc avec énormément de gens qui nous écrivent pour nous dire ce que Baobab a changé dans leur vie. Donc on a une maman récemment qui nous a écrit notamment pour nous dire, hein, c'était très fort, pour nous dire que Baobab lui avait sauvé la peau, quoi, que c'était un enfer, qu'avec Baobab ça se passait bien. On n'a pas toujours des témoignages aussi forts que ça m'a sauvé la peau, mais on a tous les jours des témoignages de parents qui nous disent ça a complètement changé la dynamique familiale. Puis des témoignages d'enfants qui sont souvent, pour le coup, là très mignons. On a eu une ado la semaine dernière qui nous a écrit en nous disant voilà, c'était mon anniversaire et j'ai eu le plus beau cadeau que je pouvais avoir. D'habitude je suis nul en SVT, là j'ai eu 16. Donc ça m'a radicalement changé mon anniversaire. Donc c'est cet effet-là qu'on va chercher dans le temps, qui est vraiment un effet de cette application. C'est pas juste waouh, même si c'est hyper important, mais c'est vraiment quelque chose qui change la trajectoire de l'enfant et de la famille. Ouais. Ok. J'avoue, ça vend un peu du rêve. Moi, j'ai un fils qui est en CE1 et bon, c'est pas la cible encore, mais quand je vois là hier, tu vois, le temps que j'ai passé à lui Ça va faire venir.
les 10 mots. Ouais, non, ça Ah, donne envie quand la même. dictée, c'est un sujet. Ouais. Tu sais que la dictée, on a, donc aujourd'hui, on est vraiment très centré collège, mais on a des demandes au niveau primaire de parents qui nous disent, mais moi j'ai deux sujets qui sont, trois sujets, disons. Le premier, la dictée, le deuxième, la poésie, le troisième, l'étape de multiplication. Ok, et donc c'est dans la roadmap le primaire ou pas encore? Alors, écoute, c'est une très bonne question. La fin du primaire, je pense, oui. Parce qu'on estime que, en fait, alors, une chose que je t'ai pas dit, c'est que dans Baobab, tu peux travailler en tant qu'enfant soit sur ton téléphone quand tu en as un, soit sur le téléphone de ton parent. Donc sur le téléphone de parent, dans l'app parent, tu peux switcher vers l'app enfant et travailler donc faire travailler ton enfant sur ton téléphone. Donc ce qui est souvent plus confortable pour des enfants qui sont petits, tu vois, on a une grosse proportion d'enfants qui sont en sixième. En sixième, on n'a pas tous, enfin tous les enfants n'ont pas un téléphone, et donc il est assez courant que l'enfant travaille sur le téléphone du parent. Je dirais que pour la fin primaire, donc dans ce mode je travaille sur le téléphone de mon parent, il n'y a pas de, il y a pas de souci. C'est quelque chose qu'on a en tête. Les fonctionnalités sont peut-être un poil différentes parce que typiquement au collège, il y a plus de poésie. Il y a parfois des sujets d'orthographe en revanche. Je pense qu'on aura un jour un modèle aussi, un module pardon d'orthographe pour les collégiens parce qu'il y a souvent des choses à travailler un peu en continu. Mais il y a effectivement la poésie, les tableaux de multiplication qui sont plus des sujets primaires. Je pense que l'ambition, c'est d'être rapidement capable de faire CM1, CM2. En dessous, peut-être que les enfants sont un peu petits quand même. Je te dis ça, moi j'ai fait hier une révision sur un petit sujet d'utilisation avec mon fils qui est en CE2 et ça fonctionnait très bien. Donc il est possible qu'on redescende un peu plus bas que CM1, CM2. Ouais. Ouais. Oui, je pense que ça peut très bien fonctionner parce qu'en tout cas, les clés, c'est les mêmes. Déjà, le fait que ce soit sur le téléphone, alors déjà, en soi, pour mon fils, ce serait drôle parce que voilà, il n'a pas accès tous les jours. Donc, on a dans le même genre, tu vois, on a une petite application pour brosser les dents. C'est un truc de Pokémon où juste il y a la caméra, puis qu'il filme, puis tu lui montres à quel endroit il doit brosser. Si jamais il s'arrête, bah, ça lui dit brosse plus vite. Et puis à la fin, il gagne un Pokémon. Et déjà, ça, c'est cool, tu vois. Ça nous aide bien. Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, ouais, c'est le genre de truc où ça peut fonctionner de base par le côté numérique. Et en plus, bah voilà, s'il y a des petites récompenses, si ça réduit le conflit, je pense que ça peut être clairement une motivation supplémentaire. En tout cas, ce que tu as décrit comme clé, ça correspond exactement ce que m'a dit la neuroscientifique que j'ai interviewée sur la mémoire. Et il y a un petit extrait où elle résume vraiment ça, où elle dit bah, ce qu'il faut, c'est un effet waouh au début, et puis derrière, que pour donner envie de revenir, bah, qu'il y ait un effet sur le plus long terme, qui est une simplicité d'utilisation. Et je sais plus ce qu'elle dit encore, mais en gros, enfin ouais, t'as un peu tout ce que t'as dit, quoi. C'est les bons ingrédients pour que ça marche, pour que les gens aient envie de revenir. Et puis voilà, la récompense extrinsèque avec ce sentiment d'avoir progressé, ce sentiment d'être bah, pour des ados plus autonomes, d'avoir réduit un conflit avec les parents, enfin d'éviter un conflit en tout cas. Donc c'est super. J'ai l'impression que vous avez vraiment réussi à mettre en commun toutes les petites astuces qui permettent d'aboutir à une expérience utilisateur mémorable, quoi. Donc Bah, bravo. écoute, c'est gentil, hein. En tout cas, bah merci. En tout cas, c'est effectivement notre obsession, ouais. Complètement. Super. Et juste une petite question technique pour le coup. Je repars un peu sur ce que tu disais sur quand tu décrivais l'expérience de l'enfant. Donc à la fin, il a des Oui. questions ouvertes. Là, elles sont corrigées automatiquement avec de l'IA aussi. Comment ça se passe? Absolument. Elles sont corrigées avec de l'IA et à la fois, on lui donne une note, donc qui est toujours très bienveillante, hein. Le but, c'est d'encourager, mais on lui donne aussi un commentaire qui lui permet de comprendre ce qu'il manquait potentiellement dans la réponse qu'il a donnée. Donc ouais, tout ça, ça se passe avec l'IA et c'est marrant parce que je t'ai parlé de gamification, mais je peux te parler de ce qu'on va sortir dans les prochaines semaines, Ouais. parce que là, pour le coup, il va y avoir un petit coup de boost là-dessus. Je t'en parle parce que tu m'as parlé des Pokémon, donc tu m'as dit que c'était une chose qui marchait bien avec ton fils. Bah, je pense que ça marche bien avec tout le monde. Donc ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est que quand tu gagnes des points parce que tu travailles avec Baobab, tu vas bientôt pouvoir les convertir en cartes dans Baobab. Donc c'est pas des Pokémon que tu vas avoir, c'est la mascotte Baobab que tu vas pouvoir avoir dans plein de situations avec
mécanique un peu de rareté que les cartes Pokémon. Donc tu vas pouvoir avoir notre mascotte Bao, c'est comme ça qu'on l'a nommé. Tu vas pouvoir avoir Bao habillé en Ramsès II, Bao en train de faire du surf, Bao, tu vois, en train de jouer avec un ballon de basket qui est la Terre. Tu vas pouvoir l'avoir en carte commune si tu n'as pas eu de chance au tirage, en carte rare, ultra rare, secrète, exactement comme dans Pokémon. Et puis, on est en train de mettre en œuvre aussi une deuxième fonctionnalité que les enfants nous ont beaucoup demandé, qui est la possibilité de personnaliser ton avatar. Donc aujourd'hui, tout le monde avait la même mascotte, et en fait, les enfants ont tous des attentes un peu différentes. Il y a celui qui veut un crocodile avec une raquette de tennis, avec un air réjoui, celle qui veut un koala habillé en cycliste, avec un air en colère. Donc on va leur permettre d'utiliser aussi les points qu'ils gagnent pour être capable de générer, donc grâce à l'IA, encore une fois, leur propre mascotte, donc quelque chose qui rende l'app encore plus mémorable pour eux, parce que ça va être encore plus leur app. Ok, génial. Voilà. Super, bah, merci pour toutes ces infos. Merci à toi. Du coup, si j'essaie de résumer un petit peu pour faire le lien avec ce que moi j'ai l'habitude de faire, même si évidemment là, par rapport aux précédentes interviews, c'est un peu plus évident, hein, mais ce que je vois qui contribue, enfin ce dont j'ai l'impression qui contribue à créer une expérience utilisateur mémorable dans Baobab, c'est d'abord, enfin en tout cas, qui a contribué, et j'allais dire, qui a contribué aussi au fait que c'est une startup qui fonctionne, quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui malheureusement meurent très vite. Donc il y a tout cet aspect finalement lean. Vous avez fait de l'exploration, vous avez fait de la discovery, et puis très très vite, vous êtes allé sur un prototype que vous avez pu tester, sur lequel vous avez pu récolter des feedbacks, que vous avez pu améliorer au fil des mois. Et quand même assez vite, puisqu'en moins d'un an, vous avez sorti une première version aboutie que vous avez pu tester sur les stores et tester j'ai perdu le terme, mais le fait qu'elle puisse se vendre, quoi. Donc son appétence intrinsèque, c'est pas le bon terme, mais je vais l'appeler comme ça. C'est la monétisation Oui, que tu ouais, cherches. tester le fait que la monétisation rencontre un public. Il y a un mot pour ça, mais il me vient pas. C'est ça, oui, non, mais absolument. C'est ça. Après, bah, il y a du coup, bah, autour de tout ça, tout ce qui est test en continu, test d'un point de vue usage, mais aussi d'un point de vue logiciel pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression, que vous êtes à un bon niveau de qualité tout le temps. Et puis une vraie présence dans ce que tu m'as dit au quotidien avec les utilisateurs, avec plusieurs, à l'époque WhatsApp, maintenant Intercom ou d'autres moyens pour entrer en contact avec eux et que ce soit hyper simple, hyper fluide finalement s'ils ont le moindre problème pour vous contacter et une grande réactivité de votre part. Ça, je pense que ça contribue aussi au côté expérience mémorable. Et puis, bien sûr, dans les ingrédients de l'application, on vient de les citer, mais la gamification et puis l'impact réel à l'instant T, le fait de se sentir en réussite, autonome sur sa leçon, sans conflit avec les parents. Et puis, à plus long terme, le fait de réussir au contrôle et d'avoir ses notes qui s'améliorent, quoi. Donc, on a plein de belles choses dans cette appli-là. Et pour le mot de la fin, est-ce que tu peux nous raconter une expérience utilisateur qui serait particulièrement mémorable pour toi? Donc là, pour le coup, on sort complètement de Baobab. Ça peut être dans le domaine du logiciel ou pas du tout. Ça peut être vraiment n'importe quoi, avec une interaction avec un produit ou un service qui soit mémorable pour toi. Eh ben écoute, il y a quelque chose qui me vient en tête là tout de suite, parce que évidemment en tant que startup, on fait travailler pas mal de gens différents, donc je paie pas mal de factures différentes. Et donc là, pour le coup, ça va plus être une expérience B2B, c'est une expérience qui normalement n'est pas très mémorable, qui est l'expérience de la banque. Je trouve que très souvent, les applications bancaires sont quand même assez, pas très friendly à utiliser. Et j'ai eu une expérience mémorable quand on a commencé à utiliser Conto. Donc, je pense que je suis absolument pas le seul, mais en général, c'est assez pénible quand tu veux payer une facture avec beaucoup de services de banque, de devoir recopier un IBAN, de devoir tout faire à la main. Et quand je suis arrivé dans Conto, que j'ai vu uploader votre facture pour la payer
J'ai eu du mal à y croire, et quand j'ai uploadé ma première facture dans Conto et que j'ai vu que Conto récupérait instantanément le nom de la personne à qui il fallait la payer, enfin le nom, la raison sociale de l'entreprise à laquelle il fallait payer, l'IBAN, le montant, affectait la bonne catégorie de dépenses à la facture, et qu'en 2 clics, j'avais pu payer, je dois avouer que j'ai été assez surpris. Mais je pense comme beaucoup de gens, puisque Conto fait un carton, mais quand tu me poses la question là, c'est le premier truc qui me vient, parce que c'est vraiment je dirais que c'est l'expérience mémorable par la simplicité absolue de l'utilisation. Ouais. Et faire passer un flow qui d'habitude est extrêmement pénible à un clic, une seconde d'attente pour la lecture de la facture et un deuxième clic. Et je trouve que d'un point de vue product, c'est démoniaque, c'est extraordinaire. Ouais, bah, c'était la question cachée, hein, derrière cette question-là, c'était en quoi elle est Ouais. mémorable. Donc là, c'est la simplicité, effectivement, c'est évident. Le gain de temps, du coup, en termes d'impact. Exactement. Puis le côté, voilà, pas de prise de tête, quoi. Et exactement. Et quand tu dis pas prise de tête, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi dans Baobab. C'est vraiment ce côté sans prise de tête à la fois pour le parent et pour l'enfant. C'est le fait de rendre une expérience qui avant était extrêmement prise de tête pour le coup, en quelque chose qui finalement se passe bien, quoi. Ça se passe vite, ça se passe bien, c'est efficace, c'est Ouais. parfait. Ça me fait penser, moi quand j'ai créé ce podcast, le premier service auquel j'ai pensé, c'est le service Topasmat. Je sais pas si tu connais. En tant que parent, peut-être tu en as entendu parler. Ah, C'est pour gérer les contrats d'assistante maternelle. Et en fait, ma d'accord. première assistante maternelle, on n'avait pas utilisé ce service payant. On avait fait comme font beaucoup avec un petit fichier Excel, on notait les heures, machin. Et ça s'est pas très bien passé avec l'assistante maternelle, donc il a fallu rompre le contrat. Et alors là, la prise de tête pour calculer les congés payés, pour Terrible. vérifier qu'on s'était pas trompé sur les jours et tout. Ça a été l'enfer. Et depuis, on utilise ce service et chaque mois, ils te disent même, ils te font une capture d'écran de la page emploi que tu dois remplir en tant que particulier employeur tous les mois, qui est pas très très clair. Et là, ils te font une capture d'écran, t'as plus qu'à reporter. S'ils pouvaient, je pense qu'il y aurait une interconnexion avec le truc et le feraient Génial. même, mais ils peuvent pas. Donc ils ont fait C'est la capture génial. d'écran et t'as plus qu'à recopier les valeurs. Ah, Et non, c'est d'une simplicité incroyable et t'as toujours la bonne info au moment où t'en as besoin, tu vois. Et c'est ce genre de service qui paraît de base, moi, ça paraît pas être le truc. Comment déclarer tes heures de ta nounou, ça paraît pas être un truc fun, quoi. Et effectivement, c'est pas fun, mais c'est mémorable dans le sens où ça simplifie la vie, quoi. Ça simplifie le quotidien et ça, c'est quand même important. bah oui. Mais c'est exactement ça. Génial. Et je complète juste mon résumé de tout à l'heure parce que pendant que tu parlais, je me suis dit j'ai quand même oublié un truc super important dans les choses à mettre en valeur quand même dans le projet, c'est l'adéquation aux besoins. Parce que le fait de ce qui vous distingue de la concurrence, c'est quand même avant tout ça, c'est le fait que l'enfant il va être interrogé sur sa leçon et pas une leçon standard. Et Oui. ça, je pense que c'est quand même à mettre en valeur important. C'est pas juste de la gamification et une simplicité, mais c'est avant tout que ça correspond à un vrai besoin, quoi. Ben, c'est ça, et c'est ce que j'essayais de faire transparaître tout à l'heure quand tu me demandais si l'IA avait été pour nous un espèce une façon de repeindre Baobab et de lui donner un peu de hype, ou si c'était vraiment quelque chose qui était crucial. Et c'est vrai que cette capacité à préparer l'enfant sur sa leçon exactement, bah, c'était pas, sans IA, c'était absolument impossible, quoi. Donc c'est ça aussi la magie de ce projet Baobab, c'est que c'est un projet qui est une évidence et qui n'aurait pas été possible un an avant, le moment où on l'a attaqué. Et c'est là où, en tant qu'entrepreneur, il faut un petit peu de chance et un tout petit peu de magie, parce que on aurait pu avoir la même idée un an avant. On aurait pu se dire, ok, il y a vraiment un problème avec les devoirs, il faut qu'on fasse quelque chose, et puis on aurait pu se casser les dents, quoi, n'arriver à rien, pas avoir de solution. Et là, je trouve qu'il y a un truc un peu il y a un peu cette magie de l'entrepreneuriat où tout le monde te parle de timing comme étant le facteur principal. Et c'est vrai que là, on le vit à plein, quoi, Ouais. cette magie du timing, qui peut à l'inverse être hyper frustrante quand tu es dans le mauvais timing. Ouais. Ah, c'est vrai que la startup dont je te parlais tout à l'heure dans l'éducation, celle où on avait fait les focus group avec les ados, Ouais, c'était le principe, c'était que l'ado allait pouvoir apprendre avec ses passions. Donc, par exemple, s'il était passionné de basket, eh ben, sa leçon sur Pythagore, elle serait en lien avec le basket.
Sauf qu'en fait, en termes de création de contenu, c'était hyper lourd. Mais c'est C'était ça. il y a quelques années, tu vois. Et en fait, on le referait aujourd'hui. Ce serait différent, je pense. Ce serait complètement différent. Ça serait plus un enjeu de cadrage. Enfin, ça serait des problématiques product qui sont beaucoup plus classiques, ouais. Mais il n'y aurait pas cette barrière où tu te dis, mais on va crouler de la création de contenu, exactement, où tu te dis, on va crouler sous une quantité de travail qui sera pas absorbable. C'est exactement ça. Super. Eh bien, écoute, dernière question. Ouais, on arrive à la fin de cette interview. Et donc, si tu écoutais ce podcast, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui aimerait écouter, raconter son approche pour créer des expériences utilisateurs mémorables? Donc, ça peut être complètement en dehors du logiciel, puisque en général, c'est des personnes en dehors du logiciel, mais ça peut aussi être dans le logiciel, c'est comme tu veux. Alors, je vais te garder dans le logiciel un petit peu, puisque moi, c'est ce que je connais le mieux, donc c'est à ça que je pense spontanément. Et à la fois aujourd'hui et puis par nos discussions un peu précédentes, j'ai pensé à quelqu'un qui, je pense, pourrait être intéressant pour le podcast, qui est quelqu'un qui fait du product, qui a travaillé notamment pour l'agence Mozza, mais qui travaille en freelance avec beaucoup de gens avec qui nous on a travaillé et qui est un profil absolument incroyable, très senior côté product. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses intéressantes à discuter parce que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup apporté. Donc, je ne peux que te recommander d'inviter David Perrault. Je te donnerai son contact après. Je pense que ça peut être top. Super, très bien. Merci beaucoup. Merci pour cet échange, c'était hyper riche. Je trouvais ça super intéressant. Et puis, au plaisir d'échanger dans le futur. Avec grand plaisir, Margot. Et puis j'espère que ça plaira aux gens qui écouteront ce podcast. Oui, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks si vous écoutez ce podcast, puisque les feedbacks, c'est ça qui nous fait progresser. C'est exactement ça. Merci, Margot. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast Cogito Ergo Sum. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur X ou LinkedIn. Retrouvez-moi également avec du contenu exclusif sur TikTok. Si vous voulez réagir ou me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez le faire sur mon mail margot.cogito@gmail.com ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de l'épisode des liens pour en savoir plus sur mon invité et son activité. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.